Donc, nous sommes avec Tristan des non-alignés pour faire une petite vidéo interview sur le thème du nationalisme arabe et des rapports qu'il peut entretenir avec ce que nous appelons nous l'alternationalisme. Donc Tristan, première question, quelle serait selon toi la définition du nationalisme arabe? Le nationalisme arabe est un nationalisme qui englobe donc les gens parlant théoriquement la langue arabe. Quand on se réfère à une carte géographique, on va donc de la Mauritanie à l'extrême ouest jusqu'à la frontière entre l'Iran et l'Irak à l'est, et au sud on peut aller jusqu'à la Somalie, puisqu'une partie de la population somalienne est considérée comme étant de langue arabe, ainsi que la péninsule arabique, et au nord on remonte à la frontière turque. Alors le nationalisme arabe est une idéologie politique qui prend ses racines en fait au XIXe siècle, quand il y a eu la modernité qui s'est installée dans l'Empire ottoman déclinant. Et avec le phénomène des jeunes turcs né au début du XXe siècle, qui a renouvelé de manière radicale la pensée politique turque, des idées qui étaient laïques, phénomène nouveau dans un monde musulman. La modernité, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de bon dans l'Occident au niveau technique et au niveau organisation administrative et politique. Donc là, des choses très techniques. Et aussi également un réveil culturel, puisque l'Empire ottoman était considéré comme l'homme malade de l'Europe, c'est-à-dire une puissance déclinante et dépecée par les puissances occidentales rivales, mais également aussi minée de l'intérieur par des revendications régionalistes de plus en plus fortes, mais qui n'avaient pas forcément un caractère nationaliste, au sens moderne. Donc ce nationalisme turc moderne, des jeunes Turcs, a donc influencé les populations arabes, qui étaient partie prenante en grande partie de cet empire ottoman. Donc là on est juste avant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'empire ottoman, qui au départ allait de Vienne en Autriche jusqu'à la frontière de la Mauritanie actuelle et jusqu'à la frontière de l'Iran-Irak, en gros l'ère dont j'ai parlé tout à l'heure, cet empire ottoman en fait en 1914 avait déjà perdu le Maghreb, qui était colonisé progressivement par la France, avait perdu l'Égypte où les Britanniques étaient présents depuis la fin du 19e siècle, autour de 1885, et avait déjà perdu une grande partie des provinces européennes. La guerre entre la Grèce, la guerre de libération grecque et la guerre entre la Serbie et l'Empire ottoman, ce qu'on appelait les guerres balkaniques, avant la guerre de 14, avait déjà fait reculer l'Empire ottoman au niveau européen. Donc l'Empire ottoman en 1914 est essentiellement présent dans des régions orientales au niveau culturel, des régions essentiellement musulmanes, mais avec de fortes minorités chrétiennes. Et les Arabes qui avaient conscience au début du XXe siècle qu'ils n'étaient pas des Ottomans, donc des Turcs, mais qu'ils faisaient partie d'un empire commun, qui était basé sur la religion musulmane et sur le pouvoir turc, ces gens-là avaient compris qu'ils avaient une différence, c'est qu'ils n'étaient pas tous musulmans, et ils n'étaient pas tous non plus attirés par le modèle politique turc. Donc le nationalisme arabe est multiculturel par essence, puisque la zone que l'on appelle arabe n'est pas peuplée que de populations dites arabes, au sens ethnique, mais également de populations perses, comme les Kurdes, de populations turques, de populations arméniennes, de populations kabyles, berbères, et de populations qu'on peut considérer, après c'est sujet à débat, comme ayant des origines européennes, comme par exemple les Libanais maronites, dont une partie prétend descendre des croisés, et des populations venues en Orient à l'époque médiévale. Multiculturel aussi au niveau des religions, puisque avant l'islam, les religions principales étaient le judaïsme, le christianisme dans ses différentes composantes, mais également les religions traditionnelles animistes qui étaient là avant l'essor de l'islam dans le monde arabe. Donc ce nationalisme arabe est conscient d'une diversité culturelle, religieuse, ethnique. Donc ce qui fait son fondement en fait c'est la langue. Donc c'est un nationalisme qu'on pourrait considérer comme étant un nationalisme linguistique, pas forcément ethnique, comme je viens de vous expliquer,
Et en fait cette civilisation, qu'on appelle nous en Europe la civilisation arabo-musulmane, n'est finalement pas une mauvaise analyse de la chose, puisque l'islam, même si elle ne concerne pas toute cette population, a quand même durablement marqué l'organisation culturelle locale. Et les chrétiens d'Orient intègrent cette islamisation au sens évolution culturelle, comme n'étant pas forcément quelque chose de négatif. Donc les nationalistes arabes, à commencer par Michel Aflaq, qui est celui qui a créé ce qu'on appelle le parti Baas, qui a été au pouvoir dans 2 pays, en Irak et en Syrie, était un chrétien, comme beaucoup de ses co-religionnaires nationalistes arabes étaient des chrétiens. Et ils ont considéré que leur seul moyen pour trouver leur place au sein d'un monde arabe libéré de la tutelle ottomane, mais occidentale pour les parties occidentalisées par la colonisation européenne, était justement un nationalisme laïque qui allait au-delà de la religion, tout en conservant justement l'héritage islamique, et où donc chacun pourrait trouver sa place en tant qu'arabe et non pas en tant que musulman ou non musulman. Donc les concepts de dhimitude, c'est-à-dire soumission à la majorité musulmane, et les concepts de minorité se retrouvaient finalement invalidés par cette unité arabe qui se faisait au niveau de la langue. Le nationalisme arabe avait pour vocation de libérer les terres arabes des différentes occupations coloniales, françaises au Maghreb, italiennes et britanniques en Égypte et en Libye et en Égypte, mais également ottomanes. Donc bien avant la création de partis politiques nationalistes arabes, comme le Baas et tant d'autres, comme le parti nassérien en Égypte, tout a commencé en partie avec l'épisode connu grâce au film Laurence d'Arabie, quand en 1916 il y a eu un soulèvement arabe au niveau de la Mecque et de Médine, ce qu'on appelle le Hejaz. Et en fait, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont vu un intérêt de soulever les Arabes pour justement attaquer l'Empire ottoman, qui était une puissance alliée d'Allemagne et d'Autriche, de l'intérieur. En fait, ça permettait d'ouvrir d'autres fronts. En plus du front qu'il y avait dans les Dardanelles, ça a permis d'ouvrir un front bien plus à l'est en Orient. Donc cette guerre était véritablement une guerre mondiale, puisqu'elle se faisait et en Occident, et en Orient, et même en Asie. Donc pour rester sur ce soulèvement arabe de 1916, c'est essentiellement du fait des Britanniques, qui ont fait le choix d'aider les populations nomades et semi-nomades du désert arabe. Le shérif de la Mecque, en fait, a été soutenu par notamment Laurence d'Arabie, qui a rendu célèbre cet épisode de l'histoire arabe. Donc ils se sont soulevés, aidés par l'armée britannique, qui au début leur faisait peu confiance, et puis se sont rendus compte que des bédouins à cheval et utilisant des chameaux était une arme très efficace pour faire de la guérilla et du harcèlement. Donc une armée au départ numériquement faible et peu équipée s'est retrouvée très efficace, puisqu'elle a poussé jusqu'à Aqaba au sud du territoire israélien actuel, en partant de la Mecque et Médine. Donc le nationalisme arabe, tel que les Arabes commençaient à le conceptualiser eux-mêmes, c'est-à-dire libérer les terres arabes du joug ottoman et au-delà même du joug occidental, les Britanniques, qui eux à cette époque-là les soutenaient, n'avaient pas forcément la même vision de la chose. Laurence d'Arabie, dont on a dit à peu près tout et n'importe quoi, tout et son contraire, qu'on a fait passer pour un ami des Arabes, ce qui est vrai, avait quand même une idée bien à lui. Et sa définition en fait de ce qu'on appelle les Arabes, et la définition qu'ensuite l'état-major britannique et l'État britannique a avalisé, c'est-à-dire est arabe celui qui est nomade ou semi-nomade. Autrement dit, les revendications d'indépendantisme arabe valent pour la péninsule arabique, où à l'époque le pétrole n'avait pas encore été exploité. Par contre, les populations arabes sédentaires, urbaines, Syrie, Palestine, Liban, qui n'existait pas encore, Irak, alors là, pas la peine de poser la question, c'était des populations, certes de langue arabe, mais pas arabes au sens de Laurence d'Arabie. Donc déjà, ça posait des limites aux revendications d'indépendantistes de cet empire arabe débarrassé de son occupation ottomane. On s'arrête là où les villes commencent. Donc je ne vais pas non plus vous rentrer dans les détails maintenant.
À la fin, on va vous donner une petite bibliographie sommaire qui vous permet de développer toute cette période. Mais on va continuer donc jusqu'en 1918-19. La Première Guerre mondiale s'arrête et l'armée de Lawrence d'Arabie, avec des bédouins et des semi-bédouins qui arrivaient de la péninsule arabique, a fait sa jonction avec l'armée qui arrivait d'Irak, qui était une armée, elle, britannique, avec une composante coloniale indienne. Donc cette armée, on va dire, de bédouins et cette armée britannique ont fait leur jonction en Syrie et en Jordanie. Et les espoirs d'un État arabe unifié et débarrassé de la tutelle occidentale après la tutelle ottomane voient vite ses limites. Les leaders du soulèvement arabe sont en Syrie, à Damas. Damas qui, avec Bagdad, est dans l'inconscient arabe historique les deux grandes capitales de l'histoire arabe traditionnelle, qui l'ont été l'époque médiévale. Et donc arrivés à Damas, les occidentaux, français et britanniques, leur disent « Stop, ici c'est encore autre chose. Vous allez trop loin ». Il faut savoir qu'entre-temps, les occidentaux, par-delà leur soutien officiel à ce soulèvement arabe, ont négocié des accords secrets, des accords dits Sykes-Picot, en 1915-1916, qui en fait s'étaient déjà partagé les terres arabes, une fois l'Empire ottoman dissous. Les Français qui étaient déjà implantés au Maghreb avaient déjà un intérêt de s'implanter au Levant. Et là on remonte à 1860, quand il y a eu une guerre, on va dire, ethnique et religieuse, pour ne pas trop simplifier, entre les Druzes musulmans et les chrétiens maronites du Liban. Donc ces combats, on ne reviendra pas sur l'origine exacte, mais ces combats donc, ont vu deux communautés s'affronter, communautés qui se sont également affrontées jusqu'à une époque récente dans les guerres du Liban, Druzes et maronites. La France est intervenue avec un corps expéditionnaire afin justement de protéger officiellement ces populations. Donc à l'époque on était sous le Second Empire de Napoléon III, qui lui avait une volonté d'un État arabe indépendant dans ses vues politiques lointaines, n'avait pas d'ambition coloniale, mais avait quand même un intérêt de protéger les chrétiens d'Orient. Et cette protection des chrétiens d'Orient était partagée avec l'Empire tsariste, qui également protégeait les orthodoxes dans les pays arabes. Il faut savoir que les chrétiens d'Orient se partagent essentiellement en trois grandes communautés. Les églises non rattachées à Rome, autocéphales, c'est-à-dire qu'ils sont elles-mêmes leurs propres responsables, arméniennes, coptes égyptiennes, éthiopiennes, et quelques autres églises locales. Les églises orthodoxes et les églises latines, orthodoxes ou non d'ailleurs, qui se considèrent comme étant rattachées à Rome. Et donc ces églises-là orientales étaient protégées par la France et par la Russie, mais par la France directement, donc depuis cet accord de 1860 qui autorisait la France à s'installer diplomatiquement au Levant, qu'on appelle en fait la Syrie aujourd'hui le Liban. Et en 1915-1916, pendant ces accords de Sykes-Picot, accords secrets, les Français font valoir leur protection des chrétiens d'Orient, et à ce titre estiment être en droit d'être présents militairement, politiquement, au Levant. Les Britanniques, déjà présents eux en Égypte depuis 1885, eux par contre font valoir qu'ils ont droit à plus de choses. La Palestine, qu'on appelle aujourd'hui Israël ou le territoire palestinien, l'Irak, la Transjordanie qui est aujourd'hui le royaume de Jordanie, et la péninsule arabique. Et au nord, l'Empire ottoman, qui serait en fait réduit à la Turquie, devenue une république du fait de la capitulation de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Donc les Français et les Britanniques, au même moment où hypocritement ils font croire, via Lawrence d'Arabie et d'autres, notamment Massignon, qui était un universitaire français arabisant et islamophile, qui travaillait en fait indirectement pour l'enseignement français, ces deux courants, on va dire, de sensibilité pro-arabe n'étaient pas forcément au courant des accords de Sykes-Picot. Et donc du coup, on a eu une espèce d'hypocrisie de on vous soutient, mais en fait tout est déjà négocié dans votre dos. Et donc en 1920, la France se retrouve héritière officiellement d'un mandat par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, qui lui donne entre 1919 et 1920 mandat sur le Liban et la Syrie, au départ un seul territoire. Et les Britanniques héritent de l'Irak, de la Jordanie actuelle et de la Palestine. Quant à l'Arabie saoudite, qui n'est pas encore saoudite à l'époque,
cette Arabie se retrouve indépendante et le trône de Jordanie, qu'on appelait à l'époque la Transjordanie, auquel la Palestine était encore rattachée, était en fait la même famille qui dirigeait la Mecque et Médine, c'est-à-dire en fait la famille hachémite qui aujourd'hui est encore au pouvoir en Jordanie. Et donc en fait, en 1920, les Français détachent en 1919-1920 le Liban de la Syrie, et on voit déjà une organisation qu'on pourrait appeler redécoupage du Moyen-Orient, faite non pas par les anglo-saxons, mais par les Français, qui pourtant n'avaient pas de considération ethnique dans cette région-là, mais des considérations religieuses, chrétiens contre non-chrétiens. Et on voit un redécoupage en fait du Liban, qui est en fait un morceau de la Syrie au départ, au profit des maronites, mais également des sunnites. Donc même si les maronites étaient favorisés comme chrétiens d'Orient rattachés à Rome, donc rattachés culturellement à la France, les sunnites musulmans donc, étaient également favorisés. La communauté à l'époque qui s'est retrouvée en minorité était donc les églises chrétiennes non maronites, essentiellement orthodoxes, catholiques ou orthodoxes grecs, et minoritaires, ainsi que l'islam chiite. Donc cette communauté se retrouve maronite au pouvoir avec les sunnites au Liban, et la Syrie, amputée de sa partie libanaise, est donc dirigée par une majorité sunnite, mais dirigée de fait, puisqu'en fait ce sont deux mandats officiellement qui doivent amener ces États vers l'indépendance, à plus ou moins long terme, et en fait ces mandats étaient considérés de facto comme la France, comme des colonies. À côté de ces deux mandats Liban-Syrie, il y avait deux protectorats, le Maroc d'un côté et la Tunisie de l'autre, qui n'étaient ni des colonies ni des mandats SDN, mais des États indépendants, protégés par la France, qui devaient les accompagner vers l'indépendance. Donc on a finalement, pour synthétiser, l'Algérie, colonie française et département, le Maroc, un État avec un roi indépendant mais protégé, la Tunisie de même, et on a le Liban et la Syrie qui ont un gouverneur français, républicain, la République française, des autorités locales totalement inféodées à l'administration française, et pas d'indépendance. Les Britanniques de leur côté, par contre, font le choix de maintenir un roi, d'installer un roi en Jordanie, qui est le fils du shérif de la Mecque qui avait soutenu et qui avait été soutenu par Laurence d'Arabie. Et tous les problèmes commencent là. Le Moyen-Orient est partagé, les puissances occidentales s'y sont installées, la seule terre arabe vraiment indépendante est l'Arabie. Et dans les années 20-30, les Saoudiens, alliés avec la branche de l'islam radical sunnite, ce qu'on appelle les Wahhabites, prennent le pouvoir en Arabie et chassent les Hachémites. Donc au milieu des années 30, on a une situation qui est les Occidentaux ont occupé de manière territoriale, de manière administrative, de manière culturelle, religieuse et militaire le Moyen-Orient, mais également par les puissances, mais également par un intérêt pétrolier, puisque c'est dans les années 30 que le pétrole est découvert en Arabie, aujourd'hui Arabie Saoudite. Et là nous passons à une autre période qui est non pas la prédation territoriale pour les influences culturelles et économiques, mais la prédation des matières premières. Et donc là entrent en jeu non plus les enjeux purement religieux et diplomatiques, mais également les enjeux des industries privées, les banques, les industries pétrolières et les industries automobiles. Et là on passe à une seconde période de la lutte du nationalisme arabe, qui est une lutte contre les intérêts pétroliers et les intérêts politiques. Donc tu nous as parlé du moment où les Occidentaux commencent à s'intéresser aux ressources pétrolifères du monde arabe, mais est-ce que c'est pas dès le départ la vraie motivation au soutien au nationalisme arabe et au découpage, au premier découpage du Moyen-Orient à l'époque? En fait, en 1918, 1914-1918, le pétrole était à ce moment-là exploité déjà depuis la fin du 19e siècle, milieu du 19e siècle, aux États-Unis, et à Bakou, à l'époque Russie, URSS, en Azerbaïdjan, au bord de la mer Caspienne. Et la zone en fait du Moyen-Orient, on soupçonnait qu'il y ait du pétrole, notamment en Iran, mais il n'avait pas encore été découvert. Donc ce soutien en fait au départ était un soutien plutôt stratégique, à détruire les empires centraux de l'intérieur en ouvrant un nouveau front sur le front turc, ottoman. Et c'est dans un second temps, une fois la Première Guerre mondiale achevée et l'Empire ottoman détruit,
que l'intérêt pétrolier a peu à peu, peut-être pas remplacé, mais s'est additionné à cet intérêt militaro-stratégique. Et ensuite, on voit que les puissances occidentales, et surtout anglo-saxonnes, avaient additionné ces deux intérêts, intérêt stratégique et militaire, et intérêt pétrolifère. Alors que par contre, une puissance comme la France avait un intérêt plutôt colonial. On va le voir après, colonial dans la tradition française, et non pas colonial dans la tradition anglo-saxonne. Voilà. Donc sur cette question du pétrole, on est en plein là-dedans en ce moment, puisqu'on voit que maintenant il y a l'embargo sur le pétrole iranien. Donc quelle est la place de l'Iran dans ce jeu stratégique depuis le début du XXe siècle finalement? Alors l'Iran, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est une période importante, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc on va dire jusqu'à 1939-1940, l'Iran était une monarchie indépendante, un des rares États à ne pas avoir été colonisé par les Occidentaux. Et cet Iran, qu'on appelait la Perse en fait à l'époque, s'est retrouvé en 1939-40, quand la Seconde Guerre mondiale a débuté, tiraillé entre l'Axe qui essaie de la soutenir et garder son indépendance vis-à-vis des puissances occidentales et de l'URSS qui était sa voisine. Et en fait cet État perse était visé par l'Allemagne puisqu'elle avait des ressources pétrolières à l'époque gigantesques. On n'avait pas encore fait le calcul des vraies ressources de l'Arabie Saoudite. À l'époque c'était l'Iran qui était vu comme étant le grand producteur encore de cette région du Moyen-Orient, si on enlève et l'URSS et les États-Unis, qui étaient des grands producteurs déjà à l'époque. Donc cet Iran, en fait, en 1941, s'est retrouvé tiraillé entre l'Axe et ce qu'on appelle les Alliés, et s'est retrouvé envahi en fait par les Britanniques et par les Soviétiques, qui ont fait une invasion commune, pour en fait permettre à l'Iran de sortir de cette orbite de l'Axe, au prix de son indépendance. Pendant la guerre, il est vrai que les Alliés ne s'étaient pas privés d'envahir des pays pour éviter qu'ils ne tombent dans les mains de l'Axe. L'Iran en a fait notamment les frais. En 1945, une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, l'Iran, qui a été occupé et envahi par les Soviétiques d'un côté et les Britanniques de l'autre, se retrouve théoriquement à nouveau indépendante. Et cet Iran a des ressources de pétrole donc très importantes, qui sont visées par les Britanniques, notamment la compagnie BP. Et en fait, à cette période-là, l'Iran se dote d'un gouvernement nationaliste et souverainiste, et progressiste aussi, sur le modèle, pas forcément soviétique, mais disons sur un modèle alternatif, troisième voie, comme on commençait à parler à l'époque. Un peu comme Nasser ou... Un petit peu comme Nasser, mais finalement au même moment à peu près où Nasser est arrivé au pouvoir en 1953. Tu veux parler de Mossadegh? Mossadegh, tout à fait. Et donc Mossadegh était un militaire de l'armée iranienne, est au pouvoir et en fait a pour première mesure de nationaliser les ressources pétrolières et donc d'enlever en fait le monopole de fait de la compagnie BP, compagnie britannique. Et il ne faut pas oublier que ce monopole britannique est hérité quand même de l'invasion qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas innocent si les Britanniques étaient déjà sur place au niveau stratégique et pétrolier. Donc Mossadegh essaie de nationaliser donc ces ressources pétrolières. Et bien entendu, il est renversé par un coup d'État en 1953. Et on met à sa place, on remet en place les vieilles forces conservatrices autour du Shah d'Iran. Donc on avait déjà une première volonté dans un pays non pas arabe, mais on va dire un pays musulman du Moyen-Orient, très proche culturellement des Arabes, par-delà leurs différences, d'une expérience donc de souveraineté pétrolière et d'une souveraineté territoriale, et qui a été donc mise à bas par l'hégémonie occidentale. Voilà. Donc tu nous as parlé du régime de Mossadegh, et ensuite donc le régime du Shah d'Iran est installé, avec l'appui des Américains en fait, c'est ça? Et des Britanniques. Et des Britanniques. Mais moi j'ai entendu parler du fait que le régime du Shah d'Iran voulait déjà à l'époque, à son époque, se doter de l'arme nucléaire.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as entendu ça? En fait, quand tu parles du Shah d'Iran, tu parles du dernier Shah d'Iran qui a été chassé. Oui, voilà. Alors en fait, ce Shah d'Iran, Reza Pahlavi II, avait déjà été mis au pouvoir par les Occidentaux pour punir son père, en fait, qui avait eu des penchants peut-être liés à l'Axe, mais pas par volonté de s'assimiler à l'idéologie nazie ou au fascisme italien, mais par volonté de maintenir peut-être son indépendance économique et et territoriale. Donc ce penchant et cette petite inclinaison vers l'Axe lui aura valu d'être renversé au profit de son fils, Reza Pahlavi II, celui dont je parle. En fait, lui aussi, pareil, se sentant soutenu par les Occidentaux, de par son l'inclination américaine, allant souvent en voyage privé aux États-Unis, en Europe, en France, le Shah d'Iran se sentait, on va dire, chez lui parfaitement en Europe et aux États-Unis, étant entouré de compagnies pétrolières occidentales, étant soutenu même par Israël, puisque pendant longtemps le drapeau israélien a flotté sur une ambassade à Téhéran. Le Shah d'Iran se disait bon bah je suis dans le bloc de l'Est, enfin de l'Ouest pardon. Il faisait partie du dispositif contre l'URSS, puisque le pacte de Bagdad qui a été fait en 1955 incluait l'Irak, non encore nationaliste, incluait l'Iran et le Pakistan et la Turquie, donc des États qui étaient liés à l'OTAN et à l'Occident. Et l'Iran était donc un État très peuplé, puissant, et qui avait donc le soutien des services occidentaux. Et donc le Shah d'Iran a commencé par sa puissance pétrolière, s'est senti pousser des ailes, on peut dire, et a commencé avec la France, qui était un pays non aligné, on peut dire, à partir du général de Gaulle, au milieu des années 60, après la guerre d'Algérie finalement. Donc la France avait l'avantage d'être un pays occidental, donc d'être dans le bloc de l'Ouest, mais également l'avantage de ne pas être non plus une puissance américanisée, on peut dire, comme les Britanniques ou d'autres pays comme la Turquie. Et donc en fait la France, ce soutien français permettait d'être dans l'Ouest sans y être vraiment. Et donc il s'est rapproché de la France, puisque beaucoup d'élites iraniennes étaient francophiles et francophones. Et c'est l'époque en fait où l'Iran a essayé de se doter d'un projet nucléaire. On parle aujourd'hui d'Eurodif, en fait c'était le projet de développement et d'enrichissement développé par la France et l'Iran, et le projet de création de réacteurs nucléaires en Iran par l'industrie électronucléaire française, qui est à l'époque une industrie publique, puisque l'État, via EDF, et d'autres entreprises avaient le monopole de l'atome. En fait c'est un programme qui était à l'époque non pas militaire, mais civil. D'ailleurs aujourd'hui on ne sait toujours pas si c'est un programme militaire et civil. Le doute plane et les Iraniens jouent beaucoup là-dessus. Et en fait, ce programme iranien, qui avait peut-être la volonté, pourquoi pas, de doter l'Iran d'une bombe, mais à l'époque on ne voit pas trop pourquoi, puisque le Pakistan et l'Inde n'avaient pas encore le projet lancé, en tout cas pas effectif. Israël n'avait pas encore fait son coming out et on n'avait pas eu encore les révélations de Vanunu sur le nucléaire israélien. L'Irak à l'époque n'avait pas encore la bombe. Par le projet d'avoir la bombe. Tu crois qu'ils ne le savaient pas peut-être peut-être que les Iraniens, justement, peut-être que les Israéliens qui avaient un très bon service de renseignement le savaient, qui avaient peut-être la possibilité de savoir que l'Iran, le Pakistan, l'Inde essayaient d'avoir l'arme nucléaire. Bon, le seul vrai menace qu'il peut y avoir en effet c'était l'URSS, qui était une puissance nucléaire de premier plan. Il faut savoir que l'Iran dans les années 70 faisait face donc à cette URSS, dont on dit toujours depuis le 19e siècle qu'elle fera un jour une poussée vers les mers chaudes. Poussée vers les mers chaudes qui a commencé au XVIIe siècle avec Pierre le Grand, puisque la Russie veut quitter en fait les terres froides du Nord pour s'approcher des mers commerciales qui sont la mer Méditerranée d'une part, le Golfe Persique et l'océan Indien. La guerre d'Afghanistan. Voilà, et donc cette poussée vers les mers chaudes est une constante dans la politique soviétique et russe, enfin russe et soviétique. Parce que la géopolitique nous a toujours enseigné que malgré par-delà les origines, par-delà les idéologies, les régimes et les religions, les constantes géopolitiques restent. Et du coup l'Iran se sentait comme en première ligne de cette possible poussée russe vers le sud et vers ses ressources naturelles. Sachant qu'en plus la Russie et l'URSS dans les territoires proches de l'Iran sont des populations musulmanes et même iranophones comme les Tadjiks notamment, pour l'URSS il pouvait être intéressant de lier l'Iran
à ces républiques soviétiques musulmanes. Enfin là on va un peu dans la fiction, mais pourquoi pas. Et donc l'Iran a bénéficié d'un armement américain de premier plan, puisqu'à l'époque les Américains s'appuyaient sur 3 piliers pour leur présence locale. L'Arabie Saoudite pour le contrôle pétrolier et le contrôle de la communauté musulmane mondiale, de l'Oumma. L'Iran pour sa position de frontière face à l'URSS, et puis sa position d'être musulman mais sans être arabe pour autant, comme la Turquie. Et le 3e pilier, c'était Israël, qui était un pays occidental, non musulman, au sein d'un monde musulman et chrétien. Donc ces 3 puissances, Arabie Saoudite, Israël, Iran, à l'époque avaient un intérêt commun, qui était l'anticommunisme, et le soutien américain. Mais le seul qui avait, mis à part Israël, une volonté de vraie souveraineté nationale, c'était quand même l'Iran, qui n'était pas dupe et naïve sur les volontés américaines, d'où le rapprochement nucléaire avec la France. Et en fait, il y a eu un contentieux, c'est que quand le Shah d'Iran a été renversé en 1979 par la révolution roviniste, soutenue d'ailleurs par les Occidentaux, il ne faut pas l'oublier, la question de sa souveraineté pétrolière et de sa souveraineté nucléaire était peut-être un des piliers de l'intérêt à le renverser. Puisqu'il faut savoir que Khomeini a été soutenu par les Occidentaux, l'État français avec Giscard d'Estaing accueillait à bras ouverts à Neufchâteau, dans la banlieue parisienne, Khomeini, alors qu'à la même époque, la France était censée être alliée de l'Irak, de Saddam Hussein, qui n'était pas forcément le grand ami de l'Iran. Mais la logique voulant que les amis de nos ennemis sont mes amis, sachant que le Shah d'Iran était menacé par Khomeini et ses alliés, laïcs ou islamistes, l'Irak voyait voyait même certainement un intérêt à ce que son allié français soutienne l'ennemi de son ennemi. Donc du coup, les questions aujourd'hui d'embargo sur le pétrole et le gaz iranien, du fait de l'Iran d'Ahmadinejad, ainsi que mais aussi le renversement du Shah d'Iran en 1979-80, ce sont des choses qui bizarrement s'inscrivent dans une même logique. Mossadegh également. Donc finalement on se rend compte qu'à chaque fois qu'un chef d'État iranien, même s'il a le plein soutien des Occidentaux, comme le Shah d'Iran, ou qu'il a eu à un moment le soutien des Occidentaux comme Ahmadinejad, enfin Khomeini pardon, excusez-moi, je vais trop vite, comme Khomeini, ou si il a eu une neutralité au départ vis-à-vis des Occidentaux comme Mossadegh, très rapidement contredite d'ailleurs cette neutralité, on voit vite qu'à part être expulsé et renversé par un coup d'État ou une révolution soutenue de l'extérieur, leur avenir en général est à très brève échéance. On aime que l'Iran reste dans le bloc occidental et ne renonce pas à ce soutien.